Il venait d'avoir 17 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Bonsoir et bienvenue dans cette émission du 26 août 2024 qui signale la rentrée pour cette chaîne sur laquelle je vous proposerai 3 fois par semaine à partir d'aujourd'hui différentes émissions, parfois en direct comme c'est le cas ce soir. Et puis nous allons repartir, et oui, de Brigitte Macron. Non pas que nous fassions une fixation sur elle, mais parce qu'il y a de nouveau du grabuge dans l'actualité autour de clichés qui ont été pris en vacances et où inopidément, dans son maillot de bain, s'entre bien être apparue une protubérance douteuse. Alors tout ceci, bien sûr, dans un trait macronien en même temps, c'est-à-dire qu'on voit effectivement sur certains clichés quelque chose d'un peu suspect qui a conduit Candace Owen, la fameuse journaliste américaine, à dire, vous voyez, Brigitte Macron apprécie le soleil de l'été avec des amis. Est-ce que vous pouvez remarquer quelque chose qui normalement ne devrait pas être là? Mais il y a d'autres clichés, comme celui à droite, où l'on ne voit absolument rien de particulier. Alors j'ai évidemment eu un certain nombre de commentaires quant au fait que j'avais moi-même commenté les clichés que je viens de vous montrer. Comment vous n'avez pas honte de vous intéresser à cela? Comme s'il n'y avait pas de sujet plus important. Comment pouvez-vous tomber aussi bas? Et puis bien sûr, le très fameux « je vous suivais et je vous appréciais pendant le Covid, mais là, c'est fini, je ne vous suis plus ». Alors, je me permets de rappeler au passage que tomber aussi bas, le plus bas qu'on puisse tomber, c'est le sol. Et en anthropologie, on n'est pas dans ces coquetteries de l'esprit où il y a les grands et très beaux et nobles sujets, comme ça pourrait être le cas pour les essayistes et les philosophes, et les sujets terre-à-terre et indignes de notre intérêt. Non, quand on se penche vers le sol, parfois on voit arriver des choses intéressantes. Et puis, je vous redis que mon propos n'est pas de chercher à identifier ce qu'il y a dans la culotte de Madame Macron, mais d'essayer de réfléchir à ceux qui organisent cette affaire. Et en l'occurrence, la conclusion intermédiaire à laquelle je suis arrivé, c'est que si vous imaginez que c'est une très vilaine rumeur qui se mêle de la vie privée de gens pour la plus grande souffrance du clan Macron, eh bien c'est que vous n'avez rien compris à l'affaire, parce que cette hypothèse-là, aujourd'hui, elle est tellement faible qu'elle a en quelque sorte disparu dans la poussière. Et ce dans quoi je vais vous inviter ce soir, c'est cette exploration où effectivement on s'empare d'un sujet potentiellement problématique, potentiellement embarrassant, mais pour essayer de voir en tirant les différents fils où cela nous mène. Alors bien sûr, est-ce qu'il n'y a pas des sujets plus importants que celui-là? J'en serais le premier convaincu, comme le génocide terrible qui continue d'avoir lieu à Gaza, avec une destruction absolument insensée, et puis ces témoignages effroyables de gens qui sont notamment allés volontaires dans les hôpitaux soigner les enfants atteints et qui disent voilà, on s'attendait à trouver des enfants victimes des bombardements, mais on voit des enfants dont on a tiré dans la tête. On les ciblait délibérément. Plus de 40 000 Palestiniens se sont fait tuer dans la bande de Gaza, et évidemment que c'est absolument abominable. En plus grave, on pourrait aussi parler du coup d'État actuellement perpétré en France par un chef de l'État putschiste et complètement cinglé, et qui ne respecte plus rien du processus démocratique, de la consultation, de ses responsabilités en tant que chef de l'État. Bien sûr, cela aussi est extrêmement préoccupant. En sachant au passage qu'il vient d'ouvrir un musée en face du palais de l'Élysée, un musée de la présidence, mais où il n'y a aucune place pour les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, ni pour la politique. Ce n'est qu'une mise en valeur des proches et de l'actuel chef de l'État. Enfin, un truc, mais complètement insensé. Plus préoccupant aussi, la tutelle de l'Union européenne sur la France suite à la gestion absolument désastreuse des traîtres à la nation au pouvoir, le Mozart de la finance et l'obsédé du renflement brun qui conduisent le pays à la faillite.
sachant que c'est précisément la stratégie d'Emmanuel Macron depuis qu'il est au pouvoir. Rendre la France dépendante de sa dette, sous le contrôle de l'Europe, et pour le plus grand bien des fonds financiers américains, Blackstone, BlackRock, Vanguard et d'autres. Donc on est, je l'ai souvent dit, dans une haute trahison. Il y a bien sûr le dépeçage et la vente de la France à des intérêts étrangers. Il y a évidemment la destruction intentionnelle de l'économie réelle avec l'explosion du nombre de faillites, mais qui touche la vraie économie, celle de tous les acteurs sociaux et économiques qui produisent de la richesse, qui travaillent dur. Et comme je l'ai expliqué dans mes 2 livres, Autopsie d'un désastre et La fabrication du désastre, ceci est totalement intentionnel. Alors oui, il y a infiniment plus grave que les clichés de vacances de Brigitte Macron, à cela près que, d'une part, je traite depuis longtemps aussi ces autres sujets, et puis que tout pourrait bien être relié. Et une nouvelle fois, je le redis, ce qui m'intéresse, c'est que les controverses autour de l'identité de l'épouse du chef de l'État, mais aussi de la nature réelle de leur couple, est un fait social. Ça fait bruit dans le paysage, donc c'est redevable d'une approche sociologique. Et bien sûr qu'en réalité, la question se pose. Et je remercie Didier Maistot, qui a produit des commentaires tout à fait pertinents à ce sujet, en relevant qu'il a dirigé un news magazine pendant 12 ans, il a été grand reporter pendant 6 ans, et il rejoint totalement mon analyse en disant, je cite ses propos, « Ce qui me choque et qui, à mon sens, pose question, ce sont chaque été ces photos soigneusement mises en scène, un peu comme si elles avaient été volées, sauf qu'elles n'ont pas été volées du tout. » Et le fait qu'elle soit publiée, je vous laisse regarder en colonne de droite, je n'imagine pas une seconde que les images du couple présidentiel n'aient pas été validées par le service com de l'Élysée, voire par le couple lui-même. Et donc, ces photos interrogent. C'est comme si le couple présidentiel, anticipant les réactions, décidait quand même d'y aller. Alors, est-ce une provocation ? Et y a-t-il une jouissance perverse à cette provocation? Est-ce une diversion? Les trois à la fois. Didier Maistot nous laisse juge, mais qu'on ne me dise pas, insiste-t-il, que c'est fortuit. Et effectivement, il y a dans cette société du spectacle dans laquelle nous sommes, cette mise en scène perpétuelle, très largement fallacieuse. On se souvient de ces clichés absolument ridicules d'Emmanuel Macron avec des biceps complètement photoshopés, qu'on voit le gringalet qu'il est en réalité. Eh bien non, ces biceps ne lui appartiennent pas, mais c'est quand même ce qu'il diffuse officiellement à partir de l'Élysée. Et on voit que dans cette société du spectacle, la différence entre la caricature et le réel est vraiment extraordinairement ténue. Donc, moi je veux bien qu'on nous fasse le reproche de nous intéresser à cela, mais toujours est-il qu'il y a à l'inverse une narration brandie et proposée, cherchant à faire illusion, qui est un succédané ou un subterfuge de réalité, exactement comme les biceps de Macron, et avec toute une production littéraire réalisé par des experts en communication et ce qu'on appelle des spin doctors dans le jargon, c'est-à-dire des gens dont le métier est de produire des récits crédibles mais faux pour embobiner la populace. Alors on pourrait citer différents ouvrages, le fameux « Il venait d'avoir 17 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme », pour paraphraser Dalida bien sûr, mais aussi l'ouvrage de Gaël Tchakaloff, Tant qu'on est tous les deux, la si belle histoire d'amour entre Emmanuel et Brigitte. Oui, alors évidemment, on pourrait se poser la question, on dirait c'est du domaine de la vie privée, est-ce que c'est de la politique? Mais oui, parce qu'en fait, vous nous racontez combien ce couple, finalement, est à la tête de la France. Oui, moi, je voulais à la fois décortiquer leur histoire d'amour sans les interroger dessus, donc voir comment, au fond, ils sont imbriqués tous les jours ensemble, et en même temps, voir quelles sont les répercussions de cette imbrication dans l'exercice du pouvoir. Oui. Et donc, c'est effectivement ce que le livre raconte. Il raconte l'histoire d'amour entre eux, au quotidien, mais il raconte aussi combien elle est importante, parce que même si... Il s'appelle 10 fois par jour. Oui, même si elle veut rester en retrait, elle n'arrête pas de dire, elle n'a pas cessé de dire « Ah non, mais moi, j'ai pas été élue, donc je veux pas être mise en avant, j'ai le droit de rien, etc. » Mais en fait, il l'appelle tout le temps pour n'importe quoi, oui. Pour tout et n'importe quoi. Ils sont à un étage d'écart et ils passent leur temps tous les deux à monter et à descendre.
Alors ça, je l'ai déjà abordé dans une précédente émission, mais effectivement, Brigitte Macron ne cesse de protester qu'elle ne joue aucun rôle, qu'elle n'a... Effectivement, la Première Dame n'est pas un rôle officiel en France. On va voir dans quelques minutes qu'il y a un budget absolument délirant qui lui est pourtant attribué. Mais surtout, ce que tous les observateurs avertis disent, c'est que le couple fonctionne en tandem pour toutes les décisions qui concernent la France. Donc vous voyez, on n'est pas dans quelque chose d'anecdotique où nous nous mêlerions de ce qui ne nous regarde pas. On est dans quelque chose de tout à fait central et qui reste à la fois un non-dit, puisque quand on s'y aventure, on se fait rabrouer et combattre assez férocement, et puis en même temps, tout le monde le reconnaît. Et en l'occurrence, Gaël Tchakaloff a effectivement écrit ce livre « J'ai vécu dans l'intimité de Brigitte et Emmanuel Macron », mais alors vraiment en pondant des choses qui sont un petit peu défrisantes, enfin peut-être pas pour moi, mais pour les gens qui ont plus d'implantation capillaire que c'est mon cas. Et notamment, elle décrit Emmanuel Macron comme étant frêle et fragile, un homme qui n'aime pas le pouvoir, mais qui a un profond sens du sacré, qui est très ouvert, très intéressé par les autres. Et donc, un commentaire laissé par un internaute sagace sur la chaîne YouTube où cette émission a été diffusée a relevé dans le style cirage de pompe « Il est difficile de faire mieux, Macron sensible, mais qui éborgne les gens sans état d'âme, Brigitte dans l'ombre, mais toujours avec la carte bleue de l'Élysée », on est effectivement dans quelque chose de tout à fait singulier. Et qui fait tâche non seulement en France, mais à travers le monde. J'ai partagé avec vous dans une précédente émission comment il y a actuellement des dizaines et des dizaines de millions de vues sur les questions qui se posent autour du couple Macron, à la fois par des blogueurs associés bien sûr à l'extrême droite, mais aussi par des chaînes de télévision à travers le monde entier, et qui, à l'inverse, se posent très ouvertement la question. Alors, pour revenir au fond de l'histoire, petit rappel quand même. Quand il y a quelques incohérences dans un récit, bon, ça arrive, la vie est paradoxale, il y a des zones floues, obscures, et quel que soit le sujet qu'on prenne de la vie de qui que ce soit, on trouvera effectivement de ces zones un petit peu incertaines. Donc quand il y a quelques incohérences, ma foi, c'est la vie. Mais quand on a une montagne d'incohérences, il faut quand même commencer à partir du principe que cela pose question. Or, dans l'histoire du couple Macron, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'incohérences. Alors, j'ai déjà soulevé, par exemple, le fait qu'il n'y a aucune photo de la vie familiale de Brigitte Macron avant qu'elle rencontre Emmanuel. Pas de photo d'elle enceinte, pas de photo d'elle jouant avec ses enfants, pas de photo d'elle en couple avec son mari. Et on nous explique que non, tous ces gens sont très discrets. L'ancien mari est un espèce de fantôme dont l'avis de décès le montre en costume de bain sur la plage. Même chose pour Emmanuel Macron, il n'y a pratiquement pas de photographie de son enfance. Et puis, voilà, tout un ensemble d'incohérences. Alors, je vous réfère à l'émission que j'ai déjà consacrée à ce sujet, dans laquelle je creuse un petit peu... Bien sûr, beaucoup moins que dans les dossiers qui ont été réalisés par certains journalistes, mais au moins je fais une petite présentation de situation. Et puis, c'est l'occasion de rappeler que des scandales de mœurs ou des enquêtes à mener sur certaines choses, ça n'est quand même pas une nouveauté. On se souvient de comment Claude Pompidou, avant l'élection présidentielle, avait été mis en cause dans un scandale, un chantage qu'aurait fait Markovitch, l'homme à tout faire d'Alain Delon, qui aurait eu des clichés de la dite dame engagée dans des parties fines. Bon, il s'est avéré que c'était une extraordinaire fake news, que c'était des opposants politiques à Georges Pompidou qui avaient monté cette affaire de toutes parts. Et vous voyez que le journaliste Hervé Gattegno, récemment, a publié un livre sur cette affaire, Un cadavre sur la route de l'Élysée. Et il témoigne dans une interview au Point pour l'histoire et le plaisir de l'enquête. Voilà les raisons pour lesquelles je suis revenu sur cette affaire. J'ai enquêté sur de nombreux scandales, aucun n'a égalé celui-là. 4 mondes s'y entrecroisaient, et quel monde? La politique au plus haut niveau, le cinéma, la pègre et l'espionnage, sous le regard inquisiteur et parfois trouble de la police et de la justice.
Et je suis désolé, mais la meilleure manière de mettre fin à une rumeur odieuse, c'est d'enquêter. C'est pas d'insulter les journalistes. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui vont se régaler. Effectivement, il y a des gens qui sont des mauvais plaisants et qui vont se gausser de tout et n'importe quoi. Mais en l'occurrence, il y a des journalistes qui ont fait un travail d'investigation en montrant un certain nombre d'incohérences. Et on interdit de parler de ce sujet, on interdit d'apporter des éléments de clarification. Et il faut quand même relever que de tous ceux qui hurlent au loup, à peu près personne n'a lu le travail de Xavier Poussard, extrêmement approfondi. Alors, je me permets de préciser au passage que M. Poussard ne saute pas aux conclusions. Il ne dit pas « il s'est passé ceci, il s'est passé cela, voilà ce qu'il faut croire », mais il montre tout un ensemble de choses qui posent question. Il y a évidemment le dossier Précibus également, très très riche en éléments divers et variés. Alors, quand on sait de surcroît que l'histoire du couple Macron a été complètement réécrite, à dessein, en changeant notamment des dates de naissance pour faire croire que l'écart d'âge était moins important, que la rencontre amoureuse avait eu lieu de manière plus tardive que ce qui a été le cas en réalité, et que tout ceci est contrôlé notamment par un personnage assez improbable qui s'appelle Mimi Marchand, laquelle a été présentée au couple présidentiel par Xavier Niel, donc entre autres patron de Free et actionnaire principal du Monde, pour faire taire les rumeurs sur l'homosexualité d'Emmanuel Macron. Mimi Marchand, qui est devenue l'architecte de la promotion people du couple présidentiel et qui sert à faire monter et à protéger un peu tous les gens douteux, et Dieu sait s'ils sont nombreux, qui gravitent autour du couple présidentiel. Et pour faire bonne mesure, Mimi Marchand a été condamnée à l'époque après avoir été arrêtée avec 500 kilos de cannabis. Et c'est donc elle qui, de manière officieuse, mais pratiquement officielle, gère la communication du couple et s'occupe des scandales de communication. Alors pour faire bonne mesure, le Xavier Niel en question, oligarque le plus proche de l'Élysée selon Juan Branco, vient de racheter l'agence de paparazzi et de trafic d'informations de Mimi Marchand. Alors là, vous voyez, on est déjà dans la constellation typique de la Macronie, c'est-à-dire que c'est un milieu interlope. C'est un milieu de délinquants et de criminels avec des casiers judiciaires et qui mène une espèce de danse pour laisser voir ce qu'il lui plaît de laisser voir, faire croire ce qui lui plaît de faire croire. Et donc, je suis désolé, quand la presse prostituée dans son ensemble refuse d'enquêter et réprime tout débat d'emblée avec les étiquettes habituelles, quand les services de sécurité de l'État procèdent à de l'intimidation et du harcèlement des journalistes qui enquêtent sur ce sujet, je rappelle que dans un État de droit, chacun est libre de s'exprimer, de publier. Et si tant est qu'il y ait des éléments diffamatoires ou calomnieux dans ce qui est publié, à ce moment-là, évidemment, il y a possibilité de porter plainte en justice. Mais là, on a effectivement des procédures d'intimidation qui instrumentalisent les services de l'État au service du couple présidentiel. Et donc, moi, je suis entièrement en accord avec ces deux commentaires qui se rejoignent, du docteur Stéphane Gaillet d'un côté et de Didier Maïsto de l'autre, et qui soulignent que, en fait, l'affaire Brigitte Macron n'a rien à voir avec la transphobie. C'est encore une inversion accusatoire, souligne le docteur Gaillet. Ce que demande le peuple, c'est de la clarté, uniquement de la clarté. Mais l'obtention de cette clarté est devenue impossible en Macronie, étant donné l'accumulation de mensonges et de falsifications. Et vous voyez, Didier Maïsto va tout à fait dans le même sens. Ils ne se sont pas concertés, à ma connaissance, en disant qu'un commentateur a raison d'appeler le président de la République Macron le faux. Et si les citoyens s'énervent contre Brigitte, ce n'est pas par transphobie, mais c'est parce que dans le storytelling du couple, eh bien, simplement, tout est faux. Et donc, oui, moi je m'aventure sur ce sujet tout en veillant à ne pas confondre le doigt et la lune. Vous vous souvenez de ce petit conte de la sagesse orientale qui dit « Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt ». Et là, ce n'est pas de nouveau
dans la culotte de Madame Macron qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est l'image dans son ensemble, et notamment ce qu'elle suggère. Et étant donné que le couple Macron non seulement ne fait rien pour lever l'incertitude et le doute, ce qui serait tellement facile, n'importe qui dans nos vies, imaginez qu'on prétende que je sois une femme, que je sois une femme qui est transitionnée en homme. Y aurait-il chose plus facile à démentir de manière définitive que cela ? Bon, mais non seulement ils ne le font pas, mais ils entretiennent l'incertitude à dessein. Et donc, ça nous laisse avec deux hypothèses en réalité. La première, c'est que la rumeur est juste, qu'elle est vraie, qu'il y a effectivement un énorme secret derrière le couple Macron. Puis la seconde hypothèse, c'est que non, ce secret n'existe pas. Par contre, le couple présidentiel entretient à dessein l'ambiguïté et pour des raisons qu'il va s'agir de comprendre. Alors, je reviens bien sûr aux fondamentaux et notamment cette évidence. Ceux qui n'ont pas encore compris qu'Emmanuel Macron est vraiment psychopathologiquement extrêmement problématique et dangereux, c'est qu'ils ont raté quelques marches en cours de route. Ils sont prisonniers de ce que Alexis Haupt, le philosophe, appelle le médiavers, c'est-à-dire cette narration de substitution qui prétend tout et n'importe quoi et à laquelle malheureusement beaucoup de gens, dans une sorte d'état d'hypnose, ont adhéré. Mais toujours est-il que cette psychopathologie crève les yeux de toute personne qui n'est pas hypnotisée, et puis avec le risque, bien sûr, que cela fournisse à des puissances étrangères un moyen de chantage sur le couple présidentiel. Alors, j'ai déjà passé souvent des extraits du professeur Segatori, psychiatre italien. J'ai fait un tout petit résumé de ce qu'il dit pour planter le décor une fois de plus et comprendre le lien qu'il y a entre le couple Macron et la psychologie présidentielle, parce que c'est là que se situe la réalité du problème. Il giovane Emmanuel Macron, all'età di 15 anni, ha subito un gravissimo abuso sessuale perpetrato dal suo insegnante Brigitte. All'epoca lei aveva 39 anni e lui 15, in un ambiente proletario, quello stesso ambiente che Macron, sia dal punto di vista verbale che non verbale, non tollera, non sopporta, lo disprezza. Le cose sarebbero andate diversamente. Il giovane Macron sarebbe finito ai servizi sociali, sostenuto dagli psicologi, e Brigitte sarebbe finita in carcere. Questa è la realtà del fatto. Ci siamo trovati di fronte, si sono trovati di fronte a un problema di tipo pedofilico. E da giovane sviluppa un'ambizione sfrenata. Un'ambizione sfrenata, una necessità, una dipendenza di ammirazione degli altri per coprire un interiore, un inconscio senso di inferiorità. Quindi ci troviamo di fronte a tre paradigmi che determinano una certa struttura di personalità. Quindi l'idea che non ci siano limiti, una onnipotenza già prevista nel bambino ma maggiormente sviluppata nell'adulto e un senso interiore di narcisismo che non è sbagliato definire addirittura maligno. Ora, questi tre paradigmi strutturano cosa? Strutturano quello che viene definita una psicopatia, perché ci troviamo di fronte a un individuo, Emmanuel Macron, che come organizzazione psichica è perfettamente definibile come psicopatico. Cosa ne penso sulla pericolosità di queste persone? Direi che non ci sono dubbi. Emmanuel Macron, come tutti i psicopatici, sono altamente pericolosi. E anche considerato, notevolmente considerato nella nostra società, ha detto testualmente: i serial killer rovinano le famiglie, mentre gli psicopatici ai vertici dell'economia e della politica rovinano intere società. Perché è pericoloso Macron? Macron è pericoloso perché, come tutti gli psicopatici, ha una grandissima idea di sé. Macron non ama la Francia e non lotta per il popolo francese. Macron ama se stesso enormemente, ama enormemente se stesso, et lui combatte per mantenere la sua fragile identità. D'accord. Là encore, toute personne qui regarde les choses avec un tout petit peu de discernement et de lucidité doit reconnaître que, en tout cas, l'évaluation psychologique que fait le professeur Segatori d'Emmanuel Macron se laisse malheureusement constater depuis des années et des années. Et je vous passe deux petits extraits qui vraiment confirment cela de manière éclatante. Dans le premier, où on voit cette espèce d'état de transe dans lequel entre Macron, je vous invite à regarder ses yeux.
à essayer de percevoir la réalité de son regard. Et effectivement, il est dans un espace psychologique et psychopathologique différent de celui dont on a l'habitude en politique. Madame Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout, mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire. La même guerre qui en a fait tomber tant et tant. Alors ne cédons pas à cela. Alors ils ne passeront pas. Alors moi je n'en veux pas. Alors que toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont décidé d'être les somnambules du 21e siècle, honte à eux. Nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout avec responsabilité. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça, pas ça, pas ça. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que le grand public, mais évidemment, si les journalistes et les vrais experts ne font pas leur travail, ou plutôt si les vrais experts sont bloqués pour que la parole ne puisse pas circuler, eh bien, très très difficile de mettre de la pensée et des mots sur cet état dans lequel est Emmanuel Macron. Et donc, je me permets de le redire une fois de plus, ce qu'il y a dans la culotte de Brigitte ne m'intéresse pas, mais le fait que le président de la République, enfin celui qui occupe cette fonction de manière extrêmement indigne et problématique, soit dans cet état-là, n'en est à ce point rien affiche des intérêts de la France et soit prêt à tout détruire, eh bien oui, cela m'intéresse. Et si cela doit avoir un lien, et c'est quand même l'hypothèse qui s'impose à ce stade, avec le couple présidentiel et ce qu'il a subi de la part de Brigitte Macron, eh bien à ce moment-là, cela devient un sujet d'intérêt public. Je vais trouver un autre extrait plus cocasse, sous la forme d'une satire, d'un message de prévention de l'abus de substances et en particulier de la cocaïne. Mais de nouveau, le fait que les comportements d'Emmanuel Macron n'apparaissent pas à l'évidence comme étant hautement problématique, ça c'est vraiment un motif de sidération. Michael prend de la cocaïne. Ses parents se doutent de quelque chose, mais on parle pas de ça à la maison. Son frère pense qu'il n'a pas de leçon à donner. Et sa petite amie, elle, trouve que ça fait rock. Voilà, tous ceux qui aiment Michael ne font rien, alors qu'ils pourraient l'aider. Oui, contre les drogues, chacun peut agir. Pour être aidé, appelez Drogue Info Service. 08 36 65 65 65. D'accord ? Aucun chef de l'État à la Coupe du Monde de football ne s'est comporté de cette manière, sans même aller parler du tripotage de ce malheureux Kylian Mbappé après. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une scène d'une violence extrême de sa part, et puis, parce que ça, c'est la marque de la perversité, on est censé ne pas avoir vu ce qu'il y a à voir. Donc j'ai déjà cité ces exemples, bien sûr, ceci n'était pas un sextoy mais un sapin de Noël, ben tiens, le tableau au Palais de Tokyo n'était pas un tableau pédophile, ben tiens, et puis pendant la cérémonie d'ouverture extrêmement indigne des Jeux Olympiques, eh bien ça n'était bien sûr pas la scène. Et donc voilà, oui, il y a un énorme problème et il faut qu'on s'y intéresse parce qu'on ne peut pas décemment prétendre que tout ceci est secondaire, anecdotique ou ne mérite pas qu'on s'y intéresse. Je remercie Annelise Boquet qui a laissé un commentaire très pertinent en disant « D'accord, mais il faut aller encore plus haut, encore plus loin. » Parce que la réalité, c'est que le couple Macron a été installé à la tête de la France par le groupe Bilderberg. Je vous rappelle qu'on a le témoignage de François Fillon qui a confié à Philippe de Villiers que le torpillage de sa candidature avait été décidé par le Bilderberg parce qu'il préférait que les Macron soient à la tête de la France. D'accord. Et donc, il y a bien une intentionnalité dans le fait de mettre ce couple. Et accessoirement, tout ce qui s'est tramé là autour avec la mise en place du groupe politique En Marche, et on en voit encore les conséquences aujourd'hui, a détruit les Républicains et le PS en créant une sorte de parti politique unique au centre, cette espèce d'énorme ventre mou du globalo-fascisme, de l'hypercentre, de l'extrême centre, et puis avec le LFI et le Rassemblement national qui sont sur les bords. Alors, quelques résidus, ils reprennent un peu du poil de la bête aujourd'hui, mais surtout, ça permet d'entretenir ce cercle vicieux de l'opposition endémique entre l'extrême gauche et l'extrême droite, de telle sorte
que la situation est complètement bloquée. Et tout ceci est le fruit d'un calcul et d'une opération absolument délibérée, sachant que Macron a effectivement reçu le mandat de détruire la France. C'est quelqu'un de profondément pervers et malfaisant. Et Sun Tzu, il y a de nombreux siècles, avait relevé qu'un homme malfaisant à ce point réduira en cendres sa propre nation pour pouvoir continuer à gouverner un tas de cendres. Et de nouveau, il y a un faisceau d'indices tellement probants qui pointent dans la même direction, et notamment que cette fameuse indignité de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Pourquoi ? Parce qu'on a brandi à la face du monde des symboles et des réalités sociales qui sont profondément en décalage avec les valeurs et le mode de vie dans de nombreux pays. Et la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques n'est pas une revue de fraîches cancans travestis à Pigalle. Mais là encore, ça avait complètement disparu intentionnellement, à mon sens, de la visée publique. Et puis ce qu'on sait effectivement, c'est que cette cérémonie d'ouverture a été l'œuvre de Brigitte, avec Emmanuel. Et c'est notamment, semble-t-il, Brigitte Macron qui a suggéré le nom de Thomas Joly, le mal nommé, le misérable metteur en scène de cette scène absolument désastreuse. Et avec le problème supplémentaire, c'est non seulement qu'on a attenté à la pudeur de populations du monde qui ne sont pas du tout accoutumées à cela et qui, si ça se trouve, n'ont pas du tout envie de se retrouver nez à nez avec des scènes pareilles, mais de nouveau et toujours en mélangeant l'enfance. Et donc, dans un spectacle qui est l'équivalent d'un spectacle de cabaret avec des connotations sexuelles extrêmement fortes, eh bien, comme c'est le cas aujourd'hui en Occident, on retrouve systématiquement des enfants. Cet agenda, il est porté, il est véhiculé par le couple Macron, il est ostentatoire, il est exhibitionniste, il est obvi, et il se situe une fois encore dans une tendance générale et qui est vraiment obscène, abjecte, criminelle à bien des égards, d'hypersexualisation des enfants. Alors, je vais vous en donner deux exemples rapides, mais le premier, c'est celui d'un défilé de rue à Barcelone au nom de la cause LGBTQ. Et ça, évidemment, c'est abject, c'est révoltant, c'est blasphématoire, mais pas au sens religieux, à la limite on s'en fout, mais c'est blasphématoire par rapport à l'intégrité de l'enfant. L'enfant n'a pas à se retrouver maquillé sous les traits d'une prostituée ou d'une adulte en état de désir sexuel évident. Et tout cela, je le redis une fois de plus, s'inscrit dans un agenda mondialiste porté notamment par BlackRock, dont vous savez que ce fonds d'investissement qui aujourd'hui est partout et qui a bientôt 10 000 milliards de dollars sous gestion, a prévu une charte pour les entreprises dont elle est actionnaire pour promouvoir ce qu'ils appellent l'inclusion et l'inclusivité, mais c'est-à-dire le fait de brandir des messages de propagande de cette nature. Ça se passe tous azimuts, et notamment chez Disney, qui est un des fers de lance de ce mouvement. Et je vous passe un extrait d'une Gay Pride à Disneyland Paris. Oui, le paradis des enfants, qu'est-ce qu'ils ne trouvent rien de mieux à faire que d'organiser une Gay Pride dans ces lieux. Le projet, c'est la légalisation de la pédophilie. Alors, il y a déjà des signes avant-coureurs, et notamment des universitaires, mais vous savez que pour reprendre la formule du grand statisticien Taleb, aujourd'hui, les universités sont au savoir ce que la prostitution est à l'amour. Donc, on trouve des gens, mais parfaitement délirants, dans les différentes universités, notamment autour des questions de genre. Et là, je vous cite l'extrait d'une émission, c'était une conférence TED qui a été retirée depuis
Elle date, si je ne m'abuse, de 2018, mais vous pouvez la retrouver à cette adresse où on voit effectivement une personne venir expliquer que la pédophilie est une orientation sexuelle contre les autres et que, ma foi, ça ne sert absolument à rien de s'offusquer, qu'il faut au contraire accepter ces gens tels qu'ils sont et leur faire une place dans la société. Et ça, c'est de toute évidence ce à quoi ils veulent arriver. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la pédocriminalité, aujourd'hui, infiltre totalement les sphères de pouvoir. Ça s'accompagne bien sûr des soi-disant programmes d'éducation sexuelle à l'école qui n'en sont pas, qui sont des programmes de sexualisation précoce des enfants à un âge où il faut absolument leur foutre la paix de ce point de vue-là. Il y a un livre qui vient de sortir que je vous recommande, co-signé par Sophie Audugé, la responsable de l'association SOS Éducation, et Maurice Berger, qui est pédopsychiatre et psychopathologue. Et les personnes qui auraient des doutes, parce que c'est naturel d'en avoir à ce sujet, je les invite à se pencher dans la réalité de cette matière. Alors voilà, Candace Owens, que vous savez assez au front sur ces questions, elle relève que toute personne surprise par la place accordée aux travestis et aux drag queens dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques devrait vraiment réfléchir à l'identité de Brigitte Macron et de qu'est-ce qu'elle fait dans le paysage à cette place-là, de nouveau choisie par le Bilderberg avec son mari. Et donc, effectivement, il y a ces questions qui se posent autour de l'identité de Madame. Ici, vous avez 4 portraits. À gauche, c'est Jean-Michel Trogneux-Enfant, donc le frère de Brigitte. Ensuite, vous avez un personnage sur lequel on reviendra. Puis, vous avez Brigitte Macron à l'époque où elle séduisit Emmanuel Macron, alors âgé de 14 ans, alors qu'elle-même en avait 39 ou 40. Et puis, à droite, vous avez Brigitte Macron aujourd'hui. Et évidemment qu'il y a, malgré tout, une question qui se pose. Alors, le portrait du jeune homme en question provient d'un cortège organisé par le pasteur Doucet, qui était à l'époque un pasteur dissident, engagé pour les minorités sexuelles, les travestis, les prostituées. Et on voit effectivement cette extraordinaire assonance de traits. Alors bien sûr, ce n'est pas une preuve, mais cela pose quand même question. Et puis, cette figure du pasteur Doucet, Natacha Ray l'avait évoquée de manière quelque peu sibylline dans un message codé adressé publiquement à Brigitte Macron. Et cela renvoie à cette affaire extrêmement étonnante. Donc, il faut savoir que le pasteur Doucet a été assassiné. On ne sait pas par qui. Il est apparu par la suite qu'il était sous surveillance des renseignements généraux. Il y a eu les policiers de la brigade criminelle qui ont essayé de démêler les chevaux, mais il semble qu'il y avait des implications qui allaient bien plus loin en direction des sphères du pouvoir. On n'a jamais résolu cette affaire. Je vous rappelle aussi qu'il y a eu cette travestie, Véronique, une des premières transsexuelles qui a fait un témoignage à la télévision à l'époque, et que l'analyse du spectre vocal de son intervention montre qu'elle est extraordinairement similaire. Un expert en ces matières a conclu qu'il attestait que c'était 2 voix identiques. Donc, il y a quand même énormément de choses, de questions qui se posent. Et je passe la parole à monsieur de Dreslincourt. Pour le mariage, vous savez, de Brigitte Trogneux et de monsieur André Ozière. Alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'aujourd'hui, avec les ordinateurs, on peut colorier des photos d'autrefois. Voilà les jeunes mariés, et puis un peu plus grands, cela donne ce genre de choses. Et puis, si on utilise l'intelligence artificielle, si on utilise certains procédés, eh bien voilà la jolie Brigitte le jour de son mariage en 1974. Et le temps va passer, va faire son ouvrage. Vous savez que le temps change les êtres et les choses. Et Brigitte Macron va devenir professeure de français. Nous la voyons ici à la Providence,
quelque temps avant de rencontrer un jeune élève très doué qui deviendra président de la République. Le temps a fait son œuvre, la jeune mariée est à peine reconnaissable 10 ans plus tard. Mais que voulez-vous, les femmes sont coquettes, parfois elles font de la chirurgie esthétique. La lèvre par exemple n'est plus à la même place, ce n'est plus tout à fait le même nez et le regard n'est plus tout à fait le même. Mais c'est ainsi. C'est le temps qui change les êtres et les choses. Et puis, de toute façon, cela ne nous regarde pas. Voilà Brigitte Macron, elle a la lèvre qui est tombée de plus en plus. C'est certainement un abus. C'est ça la coquetterie. On fera peut-être une remarque sur sa coquetterie. Un abus de chirurgie esthétique, parce qu'entre la jeune mariée et la dame d'un certain âge, il n'y a plus du tout de point de comparaison. Quant aux oreilles, elles ne sont même pas les mêmes. Que voulez-vous ? Et oui, que voulez-vous? Alors de nouveau, ça n'est pas une preuve de quoi que ce soit, mais enfin, quand même, ça indique qu'il y a des questions qui se posent. Et puis, si on creuse vraiment, mais comme l'ont fait les journalistes, je pense à Xavier Poussard, bien sûr à Natacha Ray en premier lieu, et d'autres maintenant, quand on creuse vraiment, on tombe encore sur d'autres éléments qui devraient susciter notre attention. Et notamment le fait que lors du premier mariage supposé de Brigitte Macron, donc cette photo qu'on a vue maintenant retraitée par intelligence artificielle, avec ce premier mari totalement fantomatique, André Ozière, eh bien, il apparaît qu'un des témoins de André Ozière en question était un Georges Coste, commissaire de son État, qui avait été patron des renseignements généraux en Algérie jusqu'en 1955. Donc on a les services secrets qui sont dans le paysage. Et puis qu'il a été muté précipitamment en 1955 vers la France suite à des plaintes de torture, des tortures extrêmement violentes qui étaient abondamment pratiquées en Algérie. Et puis on perd sa trace administrative après cela. On a découvert en cours de route que la mère d'Emmanuel Macron fut médecin conseil à la sécurité sociale en charge du suivi des personnes transgenres. Et si ça se trouve, à l'époque du pasteur Doucet. Donc, il y a quand même des recoupements absolument étonnants. Et puis, ces phrases, de nouveau, extrêmement confusionnantes d'Emmanuel Macron, comme cette fameuse saillie, votre problème, c'est que vous croyez qu'un père est forcément un mâle. Ah ben oui, si c'est pas un mâle, je vois pas très bien ce que ça peut être d'autre. Donc, on voit qu'il y a un paquet de signifiants, pour parler un petit peu en termes sémiologiques, qui sont agglomérés d'une manière dont, en réalité, il serait légitime qu'elles ne nourrissent pas certains soupçons et certains questionnements. Et tout ça à l'intérieur d'une époque qui alors est devenue totalement, comment est-ce qu'il faut dire, passionnée pour la figure homosexuelle. Donc par exemple, la candidate première ministre de la France insoumise qui pose avec d'autres, et on voit le commentaire « Et bravo les lesbiennes, youpi !» On sait qu'il y a un taux d'homosexuels à l'intérieur du gouvernement et dans les cercles de pouvoir qui dépasse très largement la réalité de l'importance de cette communauté, tout à fait respectable. Je ne critique absolument pas son existence, mais on voit que tout d'un coup, il y a une espèce d'emphase dans cette direction, ce qui a conduit maître Régis de Castelnau, avec une certaine ironie, à dire « Sympa, moi aussi j'aimerais bien qu'on me félicite, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir lesbienne ?» Et le bon docteur Zénonius Maximus lui a répondu « Commence par ta transition de genre, convainc une amie de sortir avec toi, et le tour est joué, tu pourras demander un poste à Macron. » Et c'est comme si aujourd'hui l'argument homosexuel était devenu en soi une justification. Donc Fernand Naudin ironise lui aussi avec ce petit tweet « Comment allez-vous financer votre programme ? Je suis lesbienne. » Vous voyez, ça remplace absolument tout le reste. Alors, il y a ce flou. Vous avez évoqué un point de détail concernant les études. De manière, petit problème de régie. Il y a ce flou qui est laissé de manière permanente et entretenu par le couple Macron. Je passe la parole à Maître Danglehan. Vous avez évoqué un point de détail concernant les études à Alger. Effectivement, apparemment, nous avons des documents au travers desquels Madame Brigitte Macron a, semble-t-il, voulu aller visiter la faculté d'Alger
Et apparemment, les éléments dont nous disposons laissent à penser que c'est plutôt une personne de sa famille, peut-être Jean-Michel Trogneux, qui aurait fait un séjour à la faculté d'Alger. D'accord. Donc ça, je l'avais déjà évoqué, c'est qu'à plusieurs reprises, Brigitte Macron a donné des informations fausses sur son passé, mais qui correspondaient au vécu de Jean-Michel Trogneux. Et en l'occurrence, se rendant à Alger, elle a demandé à pouvoir visiter la faculté où elle avait étudié. Seul problème, c'est que c'est Jean-Michel Trogneux, qui n'est pas elle, qui avait étudié à la faculté. Et puis évidemment, on a tous ces clichés de nouveau dont la publication est autorisée par l'Élysée. Alors on me dit parfois, oui, mais ma foi, des plis dans la robe, ça existe. Mais je suis désolé, là on n'est pas face à un pli dans la robe, on est face à une protubérance. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quelque chose de caché sous la robe. Alors est-ce que c'est un cervelas ou un morceau de saucisson pour faire illusion ou une prothèse ? Ou est-ce que c'est un organe réel ? Je n'en sais rien, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui se donne à voir, mais à nouveau, en étant totalement nié, comme cela est de règle, puisqu'à nouveau, c'est le propre de la perversité. Et puis, quand on va au bout des choses, on observe qu'effectivement, les accusations portées par Natacha Ray sont extraordinairement explicites. Je vous passe un extrait d'une émission avec Mike Borowski, datant du 8 octobre 2022. Écoutez bien ce que dit Natacha Ray. En tous les cas, moi, je peux vous affirmer, et je prends de gros risques à vous dire ça, parce que c'est sûr et certain, Brigitte Macron est un transsexuel. Je vous l'affirme, je vous l'assure, et j'ai trois procès aux fesses. Donc, si je continue, si je ne reviens pas sur mes propos, si je continue d'être aussi sûre de moi, croyez-moi, c'est qu'il y a des preuves. Est-ce que vous êtes combative ? Que Brigitte Macron est un transsexuel, et qu'en plus, c'est un transsexuel pédocriminel. Alors là, je vous dis, ça peut valoir un 4e procès. Et Brigitte Macron est un transsexuel pédocriminel. En tous les cas, moi, je peux vous affirmer, et je prends de gros risques à vous dire ça. D'accord ? Donc Natacha Ray dit ouvertement, oui, j'ai les preuves que Brigitte Macron est un transsexuel pédocriminel, et je suis prête à aller en justice par rapport à ça. Bon, quand même, ça interpelle. Je ne dis pas qu'elle a raison, mais je dis que pour oser affirmer une parole aussi forte tout en disant détenir la preuve, eh ben désolé, moi je ne suis pas prêt à regarder ailleurs et à faire semblant que je n'ai rien entendu. Maintenant, la première hypothèse, donc, c'est qu'il y a effectivement un énorme lézard et qu'avec ce lézard, des gens tiennent les Macron pour pouvoir s'assurer qu'ils détruisent la France, comme c'est l'intérêt de ces gens qui tiennent les Macron d'une manière ou d'une autre. Mais l'autre hypothèse, c'est que la rumeur est fausse. Non, Madame Macron n'est pas un transsexuel, elle a toujours été une femme, elle a eu la vie qu'elle dit avoir eue, elle a eu les enfants qu'elle dit avoir eus, mais à ce moment-là, il reste évident que le couple Macron entretient l'ambiguïté et s'en sert comme d'un détournement d'attention dans le cadre d'une opération de manipulation psychologique à des fins d'ingénierie sociale. C'est-à-dire que de nouveau, l'hypothèse qu'ils sont harcelés par des méchants complotistes qui disent des choses fausses n'est pas crédible, parce que rien ne serait plus simple pour eux que de poursuivre Madame Natacha Ray. On verra dans un instant que ça n'est pas du tout à ce sujet qu'ils la poursuivent, ou de donner simplement la preuve évidente que Madame Macron a toujours été une femme. Et ils ne le font pas, et à l'inverse, ils entretiennent le doute, notamment en cautionnant la publication des clichés qui figurait en début d'émission. Ce serait tellement simple de demander « mais ne publiez pas celle-là, elle peut prêter à confusion ». Non, au contraire, systématiquement, il veille à ce que soit publié un contenu de cette nature. Maintenant, ça n'est pas une preuve de la réalité du travestissement de Madame Macron, c'est une preuve que le couple joue à dessein de cette ambiguïté. Alors, il y a un compte sur X que je vous recommande de M. Albert Ruffon qui, lui, publie des contre-expertises. Et il cite notamment un tweet, mais alors est-il authentique ou pas, de Zoé Sagan, vous savez, Poisson Atlan, ce communicant et publicitaire qui
lui-même avait indiqué que voilà, tout ça était du bidon, c'est une vaste imposture. Et M. Ruffon souligne peut-être avec l'aval de Brigitte, vu que tout le monde que Poisson-Atlan connaît à LVMH, c'est-à-dire dans le groupe de Bernard Arnault. Et donc, il est tout à fait possible que ceci soit un espèce de détournement d'attention, hein, comment est-ce qu'on dit, pas de couvre-feu, mais vous savez, de deuxième feu. Enfin, et toujours est-il que M. Ruffon, effectivement, alors lui publie des photos, on voit très bien Brigitte Macron en tant que femme. Il utilise aussi les logiciels de reconnaissance faciale d'origine chinoise que Xavier Poussard utilise pour son enquête, et lui tend à montrer que la personne présentée comme étant Jean-Michel Trogneux, âgé bien sûr, ventripotent, chauve, bon, c'est des caractéristiques que je partage, eh bien, serait bien Jean-Michel Trogneux. Et en ce qui me concerne, à nouveau, je n'ai aucun problème avec ça. Hein. Par définition, vous ne pouvez pas réfléchir intelligemment aux choses en prenant parti dès lors qu'il n'y a pas de données tellement convaincantes qu'elles vous permettent d'obtenir une certitude. Donc, il est possible que la confusion soit entretenue pour faire diversion, par exemple, par rapport à des questions politiques et sociales. Alors Didier Maisto, par exemple, demande « Au fait, elles en sont où les enquêtes visant Emmanuel Macron ? Des investigations sur les soupçons de financement illégal de ses campagnes électorales ? Les commissions rogatoires relatives aux perquisitions ? Chez McKinsey, chez Renaissance, chez l'Association de financement de Renaissance ? Et les 2 informations judiciaires ouvertes par le parquet national financier pour tenue non conforme de compte de campagne et pour favoritisme et recel de favoritisme. Non, je déconne, hein, elles sont où ? Nulle part. Ou peut-être dans le maillot de bain de Brigitte. Qui sait ? Et là, on voit effectivement que cette affaire peut aussi servir à faire diversion, et en plus, à partir de quelque chose de tellement énorme qu'au fond, personne de sérieux ne peut vraiment y croire. Donc, détournement d'attention par rapport à des questions politiques, et ou écran de fumée quant à la réalité de l'origine pédophile de leur relation. Et là, de nouveau, il faut situer les choses en perspective et rappeler que ce cas de figure traité normalement par la justice se solde par des années de prison à quoi ils ont échappé. Et donc, il est tout à fait possible que cette rumeur sur une transsexualité improbable serve en fait d'écran de fumée pour ne pas aborder le vrai problème, qui est celui que le professeur Segatori a montré, c'est-à-dire la manière dont le psychisme d'Emmanuel Macron a été fracassé et qui le conduit à se comporter aujourd'hui comme un psychopathe. Alors évidemment, dans la suite de la publication des photos du maillot de bain, toute cette affaire a fait beaucoup de foin grâce à l'intervention extraordinairement talentueuse dans la bêtise et la méchanceté d'une journaliste de TF1 qui s'appelle Alba Ventura. Moi, j'avais le souvenir de Lino Ventura, qui était un immense acteur et quelqu'un de très chouette et de très belle personne. Là, on va brouter dans d'autres pâturages. Je vous passe la séquence intégrale parce qu'après, il conviendra qu'on la décode. Eh bien non, je ne serai pas en mesure de vous passer cette séquence sur YouTube. TF1 a en effet une politique détestable de bloquer toute l'utilisation d'extraits, alors même que cela est autorisé par la loi. C'est ce qu'on appelle un usage loyal à des fins d'illustration. Mais TF1, comme d'ailleurs l'ensemble des médias publics français, refuse obstinément de permettre cette possibilité qui aurait été bien utile. Alors que vous sachiez simplement que cette madame Alba Ventura a juste dit des horreurs, j'en citerai un certain nombre dans quelques secondes dans cette émission, en traitant les affreux complotistes qui osaient disserter sur le sexe, non pas des anges, mais de Brigitte Macron, de cafards, de cloportes qu'il fallait exterminer. Et tout ça, bien sûr, pour finir par un appel à la censure, c'est-à-dire la modération, pour empêcher que des contenus comme ceux-ci circulent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver l'intégralité de ce passage sur mes autres canaux, notamment sur X, Facebook, Crowdbunker et Odyssey, où la vidéo en question n'a pas été censurée. Merci.
Merci beaucoup, Alba Ventura. Bah oui, mais voyez à quel point c'est une mine d'or pour un anthropologue. Parce qu'alors ça, c'est une pépite. C'est une pépite bourrée de contresens. Mais évidemment, comme mon travail, c'est de les mettre en lumière, de les souligner et voilà, de concourir au fait qu'ils soient appréciés pour ce qu'ils sont réellement. Alors, on va reprendre les choses de manière très méthodique. Je reviens à Didier Maistre. Oui, les Français ont un droit de regard. Depuis 7 ans, les Macron se mettent en scène et se font photographier à nos frais, sous toutes les coutures. Impossible, quoi que l'on consulte, d'échapper à cette exposition permanente de chair tantôt photoshopée et bandée, tantôt flasque, tantôt asséchée et fripée. Le budget consacré à la seule Brigitte Macron, coiffeuse et esthéticienne comprise, s'est élevé à 309 484 € en 2023, soit l'équivalent annuel brut de 15 SMIC. C'est de l'argent public, fruit du travail et des impôts des Français. Et donc, il faudrait que les Français se la coincent et ne réfléchissent pas. Non, ils ont tous les droits, car ceci est leur argent. Et il dit de manière mais très juste, quand on se comporte comme des influenceurs ou des personnages de télé-réalité, comme le fait le couple Macron, il faut en accepter les conséquences. Il n'est pas interdit non plus de protéger sa vie privée et de se comporter avec la dignité exigée par la fonction. En un mot comme en mille, il n'est pas interdit de respecter le peuple. Et là, on voit cette inversion accusatoire. On fait croire qu'il est indigne de s'intéresser à ce que ce couple brandit de manière obscène et exhibitionniste, et en osant parler de harcèlement. Mais le harcèlement, c'est pas ça. Alors je sais qu'aujourd'hui, les journalistes n'ont plus aucune conscience du sens des mots, qu'ils sont dans un degré de confusion par rapport à ça absolument remarquable. Mais retraçons, c'est un internaute qui propose ceci, le processus. L'Élysée envoie cette photo officielle à Elle Slovénie. Alors ça, c'est intéressant déjà. C'est publié sur une autre, dans un magazine qui n'est pas en France, mais qui appartient à un groupe dans lequel il y a évidemment des oligarques français. Elle est retransmise sur les réseaux et crée un buzz. Les merdias crient au scandale et incriminent les complotistes. Solution, on vient de l'entendre, il faut censurer les réseaux. Coucou Thierry Breton. On a bien compris comment ça marche. Et évidemment que c'est ça le fond de l'histoire. Alors, bien sûr, on peut remarquer aussi les termes qui sont utilisés. Ces cafards, ces vermines à l'esprit dérangé, adeptes de théories farfelues, souvent d'extrême droite ou d'extrême gauche, platistes ou anti-vax, naturopathes, je ne sais pas trop bien ce que ça a à faire là-dedans, ou médium, alimentent un climat toxique et dangereux. Ces gens sont obsédés, voire habités, possédés, et souvent accompagnés d'attaques transphobes. Ils sont un fléau à ne pas prendre à la légère. C'est une gangrène qu'il faut combattre, éradiquer, exterminer. Excusez du peu. Et ça, c'est un lexique, c'est une rhétorique génocidaire. Je salue et remercie Paul-Antoine Martin, qui relève qu'on est dans les modalités de langage que les nazis utilisaient pour parler des juifs, c'est-à-dire que c'est une déshumanisation des membres d'un groupe pour autoriser leur extermination. Et évidemment que l'Arcom devrait de toute urgence intervenir. Maintenant, on sait que l'Arcom, aujourd'hui, n'est plus également qu'une galerie de pantins, mais c'est extraordinairement significatif dans sa violence, ce que je suis en train de décrire ici. Alors Xavier Poussard, lui, a interpellé Emmanuelle Anison, cette journaliste qui a consacré un livre à l'affaire Madame, en lui demandant « Mais est-ce que vous cautionnez l'appel au meurtre d'un confrère, en l'occurrence Xavier Poussard lui-même, par Alba Ventura sur TF1 ?» Et donc, on est effectivement dans quelque chose d'une gravité extrême. On voit ces amalgames haineux qui s'en prennent à toutes sortes de catégories considérées comme inférieures, comme sales, comme problématiques, comme abjectes, comme méprisables. Il y a un appel à la haine qui, à mon sens, relève du droit pénal, un langage génocidaire, et puis cette référence tout à fait intéressante au livre d'Emmanuelle Anison. Alors,
je fais un petit aparté pour vous expliquer l'histoire. Emmanuelle Anison est donc une journaliste relativement estimée dans son domaine et qui a empoigné l'affaire de la rumeur sur Brigitte Macron. Et elle a tiré un livre, L'affaire Madame, le jour où la première dame est devenue un homme anatomie d'une fake news. Alors, je vous invite à aller consulter l'excellente émission consacrée par Rémi de Juste Milieu à cette question, parce qu'il a fait une analyse extrêmement détaillée. En plus, il est plein d'humour, donc c'est très très drôle, mais c'est très très documenté également, en montrant qu'il n'y a rien dans ce livre. Il n'y a rien. C'est censé être une contre-enquête, mais il n'y a aucun élément qui vienne apporter quoi que ce soit. Et pour la faire en résumé, mais de nouveau, je vous invite à aller voir l'émission, cette soi-disant journaliste qui a quand même passé 3 ans à enquêter, qui a rencontré Natacha Ray, qui a rencontré un ensemble d'acteurs, qui a été sur le terrain, qui a discuté avec Xavier Poussard, conclut en disant « Oui, ces gens, alors elle préfère les appeler des défiants plutôt que les complotistes, en disant que c'est un petit peu péjoratif de traiter de complotistes. Non, ce sont des gens qui se défient du pouvoir, mais comme étant finalement des pro-russes, des gens qui doutent de tout. Et puis, elle n'apporte aucun élément pour expliquer les innombrables zones d'ombre qui existent dans ce dossier, mais aucun, au long de tout le livre. Et sur ces zones d'ombre, alors elle les reconnaît en disant oui, c'est vrai que c'est un petit peu troublant, puis après elle cherche des explications sur le fait qu'il n'y ait pas de photo de Brigitte Macron, mais peut-être Madame Macron n'était-elle pas tout à fait à l'aise avec son image et préférait-elle ne pas être photographiée. Vous voyez, dans des espèces d'élucubrations complètement invraisemblables. Et c'est ce truc-là qui est brandi comme étant la preuve que c'est bel et bien une rumeur. Enfin, on est de nouveau dans le foutage de gueule absolument absolu. Et puis, avec cette entourloupe supplémentaire, et ça, de nouveau, c'est d'une perversité, mais somptueuse, pour ceux parmi vous qui connaissent bien la réalité de la manipulation perverse, là, on est... Alors, Emmanuel Macron n'est certainement pas le Mozart de la finance, mais c'est sans doute le Mozart de la perversité. Et là, on a cette affirmation qu'il y a une procédure en justice contre Natacha Ray et Amandine Roy qui établira la diffamation quant au changement de sexe de Madame Macron, sauf que la procédure ne porte absolument pas sur cette question-là. Je laisse la parole à Maître Maud Marian, qui faisait également partie des avocats de la défense. 2 choses. Pourquoi donc ne pas avoir... Donc, d'après ce que je comprends, vous n'êtes pas attaqué, on va dire ça, voilà. On ne vous impute pas le fait d'avoir eu ces propos... quand je dis d'avoir, vous, évidemment, je parle de vos clients, ces propos, entre guillemets, transphobes ou alors d'accusation de changement de sexe. Ça ne fait pas partie des imputations du procès. Pas du tout. Ça a été évacué, on n'en parle pas, c'est ça, hein? Non, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de fake news non plus, parce qu'il y a eu aussi des titres là-dessus. On ne parle pas de transphobie, parce qu'il y aurait pu y avoir une poursuite en injure transphobe, par exemple, ou même en diffamation en raison du genre. C'est une infraction qui existe à part entière. Oui. Elle est d'ailleurs elle est aggravée d'ailleurs par rapport à une diffamation normale. Et puis, on n'a pas été du tout attaqué sur ce propos central qui est de dire que Brigitte Macron, en fait, aurait transitionné. Donc, elle est née homme et elle aurait transitionné. Et qu'éventuellement, elle serait son frère. Mais ça, c'est... je veux dire, dans un deuxième temps, c'était plus hypothétique. Mais en tout cas, sur le sujet principal, on n'est pas attaqué, on ne l'a jamais été. Alors, vous voyez l'entourloupe perverse avec la complicité des journalistes, c'est-à-dire que, de nouveau, Natacha Ray a dit « J'ai la preuve que Brigitte Macron est un transsexuel pédocriminel, donc en toute bonne logique, si vous avez à vous défendre d'une accusation odieuse, vous attaquez sur ce chef-là. » Or, pas du tout. Pas du tout. Les plaignants attaquent notamment sur le fait que Natacha Ray a cherché à obtenir des documents d'état civil, que l'état civil avait l'obligation de délivrer. L'état civil a fait de l'obstruction, puis il y avait des erreurs ou des imprécisions une fois que les documents ont bel et bien été transmis. Donc, elle a supposé qu'il pouvait s'agir de faux. Et c'est là-dessus et sur d'autres points annexes qu'attaquent les plaignants, mais absolument pas sur la question centrale. Mais après, évidemment, avec l'espoir d'obtenir une condamnation et de faire croire à tout le monde que c'est sur le fond
que la condamnation tombe, je repasse la parole à Maître Marian au micro de Clémence Oudiakova sur Tocsin Média que je recommande, et j'adresse un grand clin d'œil à toute l'équipe qui fait un excellent travail journalistique. Il y a cette ambiguïté depuis le début, en tout cas dans les médias. C'est ça. Et moi, j'ai dit au tribunal qu'ils étaient manipulés de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend les dernières publications qui ont été faites, il y a eu énormément de médiatisation en mars et puis là récemment de la part des parties civiles, hein, pas de la nôtre, qui venaient dire en gros cette rumeur transphobe, infâme, sera définitivement tranchée. On sait que Tiffaine Ozière est allée chez TPMP pour en parler. Pareil, elle dit la justice tranchera, mais la justice tranchera tout sauf ça. Voilà. Et puis Natacha Ray, de nouveau, a été vraiment harcelée par l'État français. Je vous renvoie à l'entretien qu'elle a accordé récemment à Mike Borowski. Et de nouveau, c'est absolument dégueulasse. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que les services de l'État soient mobilisés pour harceler une journaliste qui a fait un travail et qui affirme un certain nombre de choses. On l'attaque sur autre chose que ce qu'elle affirme, et puis on la fait harceler par les services. Et en fait, ce type de harcèlement avait commencé à l'époque avec Éric Ferac du Courrier des Stratèges, qui avait été mis en garde à vue le lendemain du jour où il s'était posé la question dans les colonnes de son média de savoir pourquoi la presse française ne parlait jamais de l'affaire Brigitte Macron. Et boum, garde à vue. Alors évidemment que ça, c'est le problème tel qu'on le connaît, mais après se pose la question, quelle que soit la réalité de l'identité de Brigitte, mais de toute manière, il y a un secret honteux à la tête de l'État. Et donc la thèse de Candace Owen, c'est que c'est pour cette raison que le couple Macron a été propulsé à la tête de la France, parce qu'on pouvait le contrôler en menaçant de révéler l'identité véritable de Jean-Michel Brigitte. Et Candace, bien sûr, souligne qu'il y a aujourd'hui un réseau de chantage qui contrôle le monde, ce que Idriss Aberkane dit à sa manière, aucun candidat ne peut être accepté s'il n'a pas l'aval de la CIA. Et ce sont des intérêts mafieux qui gouvernent le monde, et bien sûr qu'un honnête homme déjà se ferait dégommer tout de suite, voire assassiner, et puis après ils choisissent soigneusement qui ils mettent en place. Alors Campagnol, qui évidemment a des heures de vol, lui dit « ça fait 7 ans qu'on nous les brise avec 7 employés de la CIA », en parlant de Madame Macron qui avait pour mission de casser le pays à l'intérieur d'une possible opération MK-Ultra, c'est-à-dire ce conditionnement mental, et on voit qu'effectivement le psychisme d'Emmanuel Macron a été fracassé d'une manière qui lui permet qu'il agisse ainsi qu'il agisse aujourd'hui. Et Alexis Hope, nous terminerons ce survol par une phrase de philosophe, lui souligne dans un joli aphorisme que voir des complots partout, c'est être complotiste, mais que voir des complotistes partout, eh bien, c'est être journaliste. Alors, à propos de journalistes, on va quand même revenir sur 2 affaires dans la suite de celle-ci. Vous savez que l'anthropologie, c'est aussi faire des liens entre les choses. Nous cherchons la trame de fond qui organise les phénomènes, les faits sociaux. On dit dans notre jargon qui surdétermine les phénomènes observés. Et en l'occurrence, on a été à la fête cette semaine avec d'une part la révélation que cette fameuse étude tellement montée en épingle par les médias prostitués et corrompus qui affirmait que la prescription d'hydroxychloroquine avait fait 17 000 morts au printemps 2020, eh bien, cette étude a été rétractée. Pourquoi ? Parce que c'est une pure fraude, c'est une escroquerie de plus. Un triste cire du nom de Mathieu Molimar, professeur de pharmacologie à l'université de Bordeaux, s'était fait le porte-parole de cette truanderie en se présentant comme une digue contre la vague de désinformation médicale. Maintenant, ça tombait mal parce que la désinformation médicale, c'était lui. Non seulement il disait qu'il y avait eu 17 000 morts, mais que la réalité devait être bien au-delà. Eh bien, flûte, ce papier a été rétracté. Pourquoi ? Parce que, excusez mon français, c'est une merde. Non, mais vraiment. C'est-à-dire qu'un papier peut être rétracté parce qu'il y a des faiblesses ou il y a des biais qu'on découvre après. Mais là, il s'agit ni plus ni moins d'une escroquerie. Ça sautait aux yeux dès les moments de sa publication. Et en fait, la vraie question, le vrai problème, c'est qu'on ait mis autant de temps à pouvoir obtenir cette rétractation.
Pendant ce temps-là, Molimar qui a été de tous les mauvais coups. Vous vous souvenez du Lancet Gate, cette autre escroquerie portant sur 96 000 patients. Lui, il n'avait rien trouvé de mieux que de dire que c'était ce qui se faisait de mieux en termes d'études observationnelles. Voilà, pour porter des louanges à une escroquerie pure et simple. Il a récidivé avec celle-ci. Il a nié les signaux de thrombose par rapport à AstraZeneca. Enfin, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est au service de la désinformation et de l'escroquerie, de la corruption systémique du domaine de la santé, tout en accusant, bien sûr, les réseaux sociaux de désinformation. Alors, on se demande s'il est corrompu ou pervers, mais il est les deux. Ça ne fait absolument aucun pli. Et cette étude avait pour fonction de continuer à disqualifier la possibilité des traitements précoces pour promouvoir le tout vaccin, comme on le sait. Et puis, on lui a réservé une tribune partout, notamment dans cette piteuse émission « C'est à vous », qui n'a cessé d'accueillir les pires charlatans de la science. Et donc, certaines personnes en appellent à l'ARCOM. Enfin bon, on sait ce qu'elle vaut, l'ARCOM. Et donc, voilà, tous ces médias qui avaient fait un monstre foin autour de cette pure escroquerie, avec des conséquences dramatiques, bien sûr, non seulement pour le traitement du Covid, mais aussi pour tous les patients qui devaient prendre de l'hydroxychloroquine pour d'autres raisons, lupus, polyarthrite, etc. Est-ce qu'on s'est imaginé l'impact sur eux de commencer à raconter que l'hydroxychloroquine était mortelle, ce qui était une foutaise absolue. Et puis évidemment qu'il y a eu très peu de médias parmi les mainstream, parmi les prostituées, qui ont corrigé les données, à quelques exceptions, dont la RTBF. Alors la RTBF, c'est un canard qui est tellement corrompu au service des pouvoirs mafieux en question qu'ils font ressembler la Pravda sous Brejnev à un papier d'opposition, un journal d'opposition. Donc ils ont mentionné la rétractation, mais tout en osant dire qu'une des raisons de rétractation, c'est quand la méthodologie, qui n'est pas forcément frauduleuse, mais amène un résultat qui, si ça se trouve, peut être incorrect et qu'il y a beaucoup d'articles rétractés chaque année, c'est-à-dire qu'ils occultent totalement le fait que c'était intentionnel. Alors, je sais que ces gens ne sont pas du tout intéressés par la vérité, mais si tant est que des gens de ce milieu le seraient, ils peuvent se référer à la brillante conférence donnée par Alain Collignon dans un événement où j'ai également été invité à faire une présentation à l'invitation de Kairos Press à Bruxelles il y a un peu plus d'une année. Et franchement, voilà, si vous connaissez rien à la corruption systémique dans le domaine de la santé, cela vaut la peine de s'intéresser à cela. Toujours est-il que cette cacade de plus... Et de nouveau, c'est une stratégie. Une fois que vous faites un coup de tonnerre, comme ce à quoi a servi cette étude, quand la rétractation tombe une année après, ça ne fait qu'un entrefilet dans les journaux et l'impact sur les croyances collectives a été acquis. Bien sûr. Mais Xavier Azalbert, directeur de la rédaction de François, lui souligne que les conséquences scientifiques et juridiques de cette rétractation devront être tirées, outre les auteurs, qui sont tous des universitaires et des chercheurs des universités françaises, ainsi que leur fameux soutien marketing et acolyte Molimar, doivent s'expliquer. Les universités de Lyon et Bordeaux ont contribué à enfanter une des plus grandes fraudes scientifiques qui aura duré 8 mois. Les leçons devront aussi être apprises, enchaîne-t-il, sur la lecture critique d'études, afin que les étudiants puissent apprendre à éviter les biais que cette étude contenait, et évidemment que contacter les universités en question, le ministère de la Recherche, n'ont pas encore pris le temps de répondre. Tu m'étonnes. Mais en plus de ça, l'université de Bordeaux a décidé de se retirer de X. En osant dire, cette décision mûrement réfléchie se fonde sur le constat d'une tension devenue insurmontable entre les valeurs de l'université de Bordeaux, c'est-à-dire produire des merdes et les promouvoir, et le fonctionnement de la plateforme X. En ne luttant pas efficacement contre les contenus illégaux et la désinformation, en contradiction flagrante avec le Digital Services Act de Thierry Breton de l'Union européenne, X laisse prospérer la haine en ligne et les théories du complot. Non mais franchement, c'est extraordinaire.
Alors Martin Zizi, grand professeur, grand médecin, ancien médecin-chef et épidémiologiste en chef des forces armées belges, que je vous recommande de suivre parce que c'est un personnage extraordinaire et un scientifique de très haut niveau. Et lui dit, non, mais attendez, pourquoi ne surtout pas mettre Molimar sous cloche, le dénoncer et dire haut et fort qu'il ne représente pas les valeurs de l'université de Bordeaux? Il leur pose la question, vous vous pissez dessus à cause du fou à l'Élysée? Allez-vous rester complice d'une fraude scientifique majeure, volontaire et qui a tué des pauvres gens? Les produits tels que ceux nommés lamantadine couplés aux ATB de type macrolide auraient pu quasi sauver tout le monde si la première ligne médicale avait pu les donner. Non, Bordeaux, 1000 fois non, ceci n'est pas une réponse appropriée. S'il vous plaît, tous les Bordelais et les gens de bien, écrivez-leur, faites péter les mails des administrateurs de l'Uni Bordeaux, de leur rectorat, de leur PR, public relations et marketing. Leur attitude n'est absolument pas OK. Je seconde. Parce que ce type vraiment est un danger public, mais aussi, je ne sais pas comment dire, un escroc scientifique pur et dur. Par rapport à l'hydroxychloroquine, il avait dit que promouvoir un médicament dont on n'a pas la preuve que c'est efficace, dire que ce médicament est sans risque, c'est la définition du charlatanisme. Tout en disant, enfin une bonne nouvelle, on ne transmet plus le Covid une fois bien injecté. Extraordinaire. Et mais ça va encore plus loin. Le 12 septembre, si vous ne savez pas quoi faire, le CHU de Bordeaux en question aura le plaisir de vous accueillir pour une soirée débat sur les conflits d'intérêts, les liens d'intérêts, avec Molimar. Molimar qui n'a jamais, comme cela est obligatoire sur le plan légal, déclaré ses conflits d'intérêts dans toutes les émissions où il a été raconté des choses fausses à dessein. Et puis, tout ceci s'est accompagné, stupeur, de la perte par François de son accréditation de service de presse en ligne. C'est juste stupéfiant jusqu'où ils sont capables d'aller. Donc, Hobo Tweet français pose la question, d'après vous, dans un régime totalitaire, on réduit au silence les médias qui racontent des conneries ou bien les médias qui dérangent et qui publient des choses vraies? On a la réponse. Et en l'occurrence, sur cette étude finalement rétractée, des médias tels Libé, Le Monde, Mediapart l'avaient colporté comme des idiots pour flinguer Raoult. François l'avait pulvérisé en montrant en quoi c'était une étude qui était une truanderie. Donc tout le monde devrait dire merci à François. Évidemment que vous vous doutez que ça n'est pas exactement ce à quoi on est arrivé. Et donc après une longue bataille judiciaire, mais qui de nouveau n'est rien d'autre que du harcèlement de la part de l'État français face à un média indépendant qui a tenu tête et qui a publié une somme d'informations précieuses à un moment où tous les médias mainstream disaient l'inverse, se retrouve aujourd'hui trucidé par l'État français. Alors ça n'empêchera pas François de continuer son activité, mais perd un ensemble d'avantages qu'il est légitime pour des organes de presse d'avoir. Mais voilà, dans la France d'aujourd'hui, évidemment que les choses sont compliquées. Et l'ironie de l'histoire, c'est que l'étude qui vient d'être rétractée avait été utilisée dans la note du directeur général de la Santé, qui a servi de base pour la décision du ministère de la Culture de ne pas renouveler l'agrément de François. C'est-à-dire qu'on a fait croire que François faisait prendre des risques à la population par rapport à sa santé en brandissant cette étude de merde qui n'était qu'une escroquerie. Alors, Vincent Pavant, qui avec Emmanuel Darle et bien d'autres ont fait partie de ceux qui ont réussi à faire tomber cette étude, lui, évidemment, tempête à très juste titre. Honte à tous ceux qui ont été impliqués dans la combine des 17 000 morts. Pour lui, il est clair, pour moi aussi, qu'il s'agissait d'une commande politique. Ni oubli, ni pardon, l'affaire ne fait que commencer. Et puis, Frédéric Baldan, qui est donc ce lobbyiste à Bruxelles qui a porté plainte contre Ursula von der Leyen, mais là, on a pu voir, bien sûr, le dysfonctionnement massif de la justice belge et de la justice européenne, lui relève bien sûr qu'en droit, lorsqu'un acte administratif repose sur une motivation
inadéquate, cela revient à poser un acte arbitraire. En résumé, utiliser une étude frauduleuse, un faux intellectuel pour justifier la censure de François, c'est de la délinquance. Ce sont donc bien des délinquants qui s'en sont pris aux libertés d'expression. Enfin, ça fait des années maintenant que je répète que les autorités actuellement sont criminelles. Et puis la presse est aussi criminelle. Donc même dans l'article de l'agence France-Presse indiquant la décision du tribunal, il y a un nombre impressionnant d'inexactitudes et de fausses informations. C'est-à-dire que l'AFP ment comme des arracheurs de dents. Tout ça pour faire passer François comme étant un titre, bah oui, vous savez, conspirationniste, complotiste, méprisable. Et vous voyez que France Info s'y met avec un article, mais là encore absolument abject, de journal populaire à outils de désinformation, la lente déchéance de François, titre historique de la presse française. Et devinez quoi, bien sûr, France Info avait louangé l'étude du Lancet. L'escroquerie pure et simple. Alors le parésiaste a fait une saillie relatique que je m'en voudrais de ne pas partager avec vous, en soulignant que France Info, qui évoque la déchéance de François, c'est un peu comme si un Roquefort en état de putréfaction accusait un parfum Chanel de puer de la gueule. Et heureusement, voilà, François va se pourvoir en cassation, recours auprès du Conseil d'État, mais enfin bon, on sait un petit peu ce qu'il en est, hélas, du Conseil d'État aujourd'hui. Et puis je terminerai cette émission avec des nouvelles qui viennent de tomber. Vous êtes au courant de l'arrestation en France du fondateur de Telegram, Pavel Durov, lequel avait récemment révélé à Tucker Carlson aux États-Unis que le FBI avait tenté de recruter secrètement un ingénieur pour installer une porte dérobée permettant aux agences de renseignement américaines d'espionner les utilisateurs. Alors, ce n'est pas du tout étonnant, malheureusement, mais il a été arrêté en France, à l'aéroport du Bourget, et Alain Houpert, un des rares parlementaires intègres en France, lui dit « Mais c'est hallucinant, va-t-il falloir se lancer dans l'acquisition et le dressage d'un pigeon voyageur pour communiquer ?» Cela fait ressortir Candace Owens en mode guerrière. La France accuse Pavel Durov d'avoir encouragé des délits pédophiles en raison de son refus de remettre le contrôle de Telegram. Quelle impudence, dit-elle, quand ils ont une première dame pédophile et que tout l'État profond est dirigé par des pédophiles. Tout le monde doit en parler. Alors à propos de pédophilie, j'en avais informé mes spectateurs. Il y avait eu cette fameuse audition de Mark Zuckerberg, donc le patron de Facebook et Instagram, devant le Congrès américain, parce qu'en fait, les algorithmes aidaient les pédophiles à trouver des victimes. Et à tout cela, Mark Zuckerberg répondait un peu embarrassé, « Oui, je vais me renseigner, oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait grand-chose. » En France, Free, donc la boîte de Xavier Niel, héberge la moitié des fichiers pédopornographiques recensés sur Internet. Pierre-Antoine Rougeron du Cercle Aristote demande est-ce qu'il a déjà été mis en garde à vue. Enfin, tout ceci est juste d'une absurdité et c'est scandaleusement injuste, mais avec de surcroît quelque chose qu'il importe de creuser. Parce que John McAfee, qui a été un des premiers créateurs d'antivirus sur Internet, lui disait depuis longtemps que de toute manière Telegram n'était pas sûr du tout, qu'on pouvait très facilement infiltrer. Et que si vous pensez que vous êtes en sécurité à communiquer sur Telegram, ça n'est absolument pas le cas. Kim.com, qui est un autre hacker célèbre, lui dit la même chose. Si vous êtes sur un appareil qui n'est pas sécurisé, comme un iPhone ou un appareil Galaxy, de toute manière, ils peuvent accéder très très aisément à vos communications. Toujours est-il que Edward Snowden, lui, a déclaré, le grand lanceur d'alerte, que l'arrestation de Durov en France était une attaque contre les droits fondamentaux de liberté de parole et d'association, et qu'il était profondément atterré que Macron soit descendu jusqu'à prendre en otage quelqu'un pour pouvoir le forcer à donner accès à des communications privées. Michael Benz, un ancien responsable du département des cas, lui dit que c'est
précisément les services américains qui ont fait pression sur Macron pour qu'il arrête Pavel Durov. Donc il faudra voir dans les jours qui viennent ce qu'on apprend à ce sujet. Et puis Candace Owens, toujours elle, dit que désormais, le monde entier a les yeux rivés sur la France. Libérez Pavel Durov, vous êtes des psychopathes consanguins. Il y a une petite subtilité à l'affaire, révélée par Zoé Sagan, qui est que le dit Pavel Durov posséderait toutes les conversations Telegram du couple Macron. Il faut savoir que même le gouvernement français s'était mis à utiliser abondamment Telegram. Donc, a priori, peut-être qu'il peut avoir quelque chose entre les mains. Alors Macron s'est fendu d'un communiqué aujourd'hui même. Je lis ici de fausses informations concernant la France. Suite à l'arrestation de Pavel Durov, la France est plus que tout attachée à la liberté d'expression, gna gna gna, c'est la justice en totale indépendance, gna gna gna, dans le cadre d'une enquête judiciaire en cours, ça n'est pas une décision politique. Alors j'ai quand même laissé un petit commentaire pour informer la populace Schtroumpf que menteur et pervers pathologique, rien de ce que vous dites n'est à croire. Et effectivement, maître Régis de Castelnau, lui, dit que bien sûr c'est une décision politique. Et qu'il y a une procédure qui est ouverte, mais contre quelqu'un qui n'est pas nommé, donc il n'y a pas encore de mise en examen. Ils ont rajouté le chef d'accusation d'association de malfaiteurs pour pouvoir prolonger la garde à vue jusqu'à 96 heures. Mais voilà, c'est sans aucun doute une commande servile réalisée au profit des Américains. Et Idriss Aberkane, bien sûr, confirme qu'en lisant l'accusation, cela contrevient avec l'article 12 de la Déclaration universelle des droits humains. Durov n'a fait que coder et fournir un des meilleurs outils au monde pour protéger ce droit. Cet acte vertueux est retourné contre lui. Eh bien, voilà, on est dans l'avancement d'un programme extrêmement délétère que nous dénonçons depuis des mois et des mois. Donc, je reviendrai sur cette affaire Telegram dans les jours qui viennent, probablement une petite émission mercredi. Toujours est-il que je vous remercie d'avoir partagé celle-ci avec moi. Vous voyez, quand on tire un fil, même d'une toute petite affaire à laquelle il est honteux de s'intéresser, eh bien, il y a effectivement toute une pelote qui vient, et une pelote qui, c'est l'avantage de décisions aussi outrancières que celle de l'incarcération de M. Durov ou récemment de l'attaque de Thierry Breton contre l'échange entre Elon Musk et Donald Trump, pour lequel il s'est fait méchamment taper sur le museau, c'est que cela met en pleine lumière la réalité de à qui on a affaire et de ce qu'ils ont à l'esprit. Voilà, je vous remercie. À bientôt sur cette chaîne pour de nouveaux épisodes. Et puis, je vous remercie de votre attention.